Bonjour, donc dans cette vidéo, nous allons commencer le cours sur l'émission et la perception d'un son. Il nous faudra plusieurs vidéos, donc on va débuter par expliquer le principe d'émission et de propagation du son, regarder le rôle joué par le milieu matériel pour la propagation, regarder si le son se propage ou pas toujours à la même vitesse, et on va commencer par regarder les qualités acoustiques des sons, faire une première approche. On commence par l'émission et propagation. Donc, pour émettre un son, il est nécessaire d'avoir la vibration d'un objet. Quelques exemples, la guitare émet un son lorsque les cordes vibrent. Le diapason, pour émettre le son, il y a vibration de ses branches. Pour la clarinette, le musicien souffle dans la hanche qui se met à vibrer, c'est ça qui produit le son. Et en ce qui concerne la voix, ce sont les cordes vocales lorsqu'elles vibrent. Le son, on l'émet, c'est vrai, mais souvent l'émission du son est très faible, donc un faible volume. Donc pour ça, il faut l'amplifier. On utilise une caisse de résonance. En ce qui concerne la guitare, c'est la table d'harmonie. En ce qui concerne le diapason, il y a un socle ici sur lequel est posé le diapason. Ce socle, c'est une boîte creuse qui va permettre d'amplifier le son. Pour la clarinette, c'est le corps de la clarinette et pour la voix, c'est la cavité buccale qui amplifie le son. Le son est émis, très bien, il va pouvoir se propager. Alors, on va faire référence à l'expérience de la cloche à vide. Cette expérience, vous pouvez la trouver sous forme vidéo sur Internet. La cloche à vide consiste à poser une cloche qui en fait est faite d'un verre très épais sur un socle. Dans ce socle est insérée une pompe qui permet d'aspirer l'air qui est sous la cloche. Avant de mettre la cloche en place, on met dessous une sonnette. La sonnette sonne. Mon oreille, à côté, entend le son de la sonnette. Je vide petit à petit l'air, j'aspire petit à petit l'air qui est sous la cloche. Au fur et à mesure que l'air est aspiré, je remarque que j'entends de moins en moins fort le son de la sonnette. Quand j'atteins quasiment le vide, quand quasiment tout l'air a été aspiré, je remarque que je n'entends quasiment plus le son de la sonnette. Alors j'entends toujours un petit peu pour deux raisons. Le vide est jamais vraiment complètement atteint et d'autre part, le son de la sonnette va aussi se propager par l'intermédiaire du socle, ce qui fait qu'à la fin, j'entends toujours légèrement quelque chose, mais vraiment nettement moins que ce que j'avais au départ. Donc, au terme de cette expérience, je peux affirmer que la propagation du son nécessite un milieu matériel pour se propager. Il faut de la matière, il faut au moins des molécules d'air, il faut quelque chose pour que le son se propage. Le son ne se propage pas dans le vide. Alors, pourquoi mon Indien colle-t-il son oreille sur les rails du train? Pourquoi? Il cherche à savoir si un train arrive. Il a deux possibilités. Ou il écoute debout en essayant d'entendre le son qui arrive par l'air, ou alors il colle son oreille sur les rails pour entendre le son qui arrive au travers des rails. Je vois que la vitesse du son dans l'air est de 340 mètres par seconde. Dans l'acier, 5750 mètres par seconde. Clairement, le son se propage plus vite dans l'acier que dans l'air. Donc, si mon train est tout là-bas au bout, il va émettre un son. Ce son, pour arriver au travers de l'air jusqu'à l'oreille de l'Indien, va mettre un certain temps. Ce temps sera bien plus grand que le temps que mettra le son au travers des rails, puisqu'il va plus vite au travers des rails. Donc, en collant son oreille sur les rails du train, l'Indien saura bien avant ses collègues qui seront debout si le train arrive ou pas. Il ne faut pas se rater parce que si le train est juste là, c'est pas bon pour lui. Donc, on retiendra que de façon générale, le son se propage plus rapidement dans les solides que dans les liquides, que dans les gaz, comme par exemple l'air, et il ne se propage pas du tout dans le vide. Y a-t-il un autre facteur qui peut jouer sur la vitesse du son? Vous avez ici des vitesses de son dans l'air pour différentes températures. Au vu des résultats de ce tableau, on peut dire clairement que la vitesse de propagation dépend aussi de la température.
Plus la température est élevée, plus la vitesse est grande. De façon générale, on écrira que la vitesse du son dans l'air est d'environ 340 mètres par seconde, valeur que l'on retiendra. Je dis bien environ, parce qu'on ne perd pas de vue que cette vitesse dépend de la température de l'air. Mais grosso modo, ça fait 340 mètres par seconde. Si je reviens ici, vous voyez, en fonction de la température, on restait bien autour des 340 mètres par seconde. Alors, j'ai un son qui est émis, j'ai un son qui est entendu. Comment le son va-t-il maintenant se propager de l'émetteur jusqu'au récepteur? Pour expliquer ceci, on va utiliser une image. Vous imaginez un ressort que vous comprimez à un endroit. Vous lâchez la compression. Cette compression, cette onde, cette compression, pardon, va se propager tout le long du ressort. Donc là, je lâche la compression. Ici, à côté, ça s'est forcément dilaté en lâchant la compression. La compression va venir comprimer les spires qui sont à côté et on va voir cette compression évoluer tout le long, se propager tout le long du ressort. Vous pouvez voir ici sous cette forme-là, j'ai mes spires qui sont comprimées. Comme ici c'est comprimé, ben forcément celles d'à côté, elles sont un peu dilatées, beaucoup plus espacées que ici au bout. Quand je lâche la compression, cette compression va venir se dilater, du coup va pousser les spires d'à côté pour les comprimer. Et ça va du coup dilater celles qui sont à côté. Et petit à petit, la compression va se propager. Okay. Imaginons que pendant que la compression est ici, de nouveau, je comprime au début. Ben, du coup, je verrai le long de mon ressort toute une zone de compression, dilatation, compression, dilatation. C'est exactement comme ça que se propage le son dans l'air. Vous avez les cordes ici qui vibrent. Elles vont venir comprimer, elles vont venir faire vibrer les molécules d'air qui sont juste à côté, ce qui va créer une dépression sur les molécules qui sont un peu plus loin. Et petit à petit, la compression va se déplacer dans l'air, petit à petit, jusqu'à atteindre l'oreille. Donc le son se propage, il n'y a pas de déplacement de molécules d'air de la guitare jusqu'à l'oreille, mais c'est simplement l'agitation des molécules, c'est cette énergie d'agitation qui va se propager. Une fois que l'onde sonore est passée, les molécules d'air reviennent là où elles étaient au départ. Mon ressort n'a pas avancé. N'a pas avancé, c'est simplement la perturbation ici, la compression qui s'est déplacée. Mais le ressort est resté à sa place. Les molécules d'air restent à leur place, elles n'avancent pas avec le son, elles restent où elles sont. Et c'est simplement la compression qui se propage, l'énergie de la compression qui se propage. Donc on retient que la propagation du son dans l'air se fait par une succession de surpression et dépression des molécules d'air. Donc vous pouvez faire pause pour prendre en note un peu tout ce qui a été dit jusque-là. En attendant, moi je continue. Perception des sons, qualité physiologique. Nous allons voir ici du vocabulaire qui permet de décrire les sons que l'on perçoit. Donc du vocabulaire souvent utilisé par les musiciens. Alors, en tant un musicien pourrait parler de hauteur d'une note. La hauteur d'une note, c'est ce qui fait référence à la note qui est jouée. Donc do, ré, mi. Un instrument qui joue un do, un instrument qui joue un mi, le musicien dira qu'il entend deux sons qui ont des hauteurs différentes. Pour nous, dans la vie de tous les jours, c'est plutôt son aigu, son grave. J'entends un son aigu, j'entends un son grave. Je dis que mes deux sons ont une hauteur différente. On peut aussi employer le terme de timbre. Alors le timbre permet d'identifier à l'oreille un instrument qui joue ou une personne qui parle. Imaginez deux personnes qui disent exactement la même phrase. Donc j'entends la même succession de hauteurs de son. Ils disent la même phrase. Par contre, à mon oreille, je dirais « Ah, c'est plutôt un tel ou un tel qui parle ». J'arriverai à identifier la personne. Donc cette sensation qui me permet d'identifier la personne porte le nom de timbre. Pareil, j'ai un instrument qui joue un do, un autre instrument qui joue aussi un do. Ce n'est pas forcément les mêmes instruments,
j'entendrai un son qui sera différent, qui permettra de dire c'est un piano, ou c'est une flûte, ou c'est une guitare qui joue. Donc cette sensation qui me permet comme ça d'identifier ou l'instrument ou la personne qui parle, cette sensation, le vocabulaire qu'on utilisera pour décrire cette sensation, c'est le mot timbre. Le niveau sonore. Alors, le niveau sonore, c'est ce qui va permettre de dire si mon oreille l'entend fort ou pas fort et à quel point mon oreille entend fort ou pas fort. Ça me permettra aussi de savoir si le son que j'entends est dangereux ou pas pour mon tympan. Alors, des exemples de niveau sonore. Donc, des exemples de niveau sonore. Donc, niveau sonore de 0, ça n'arrive pas dans la vie de tous les jours, il faut être dans des salles particulières. Mais on est dans un appartement calme, en gros, on baigne dans un niveau sonore de 20 décibels. Décibels, c'est l'unité du niveau sonore. Attention, à partir de 80, on risque des lésions du tympan, et à partir de 120, le tympan est douloureux. Vous avez donc différents exemples ici. Une tondeuse à gazon, par exemple, envoie un niveau sonore de 80 décibels. Le marteau-piqueur, 100 décibels, d'où la nécessité du casque. On peut parler de niveau sonore donc, qui indique ce que l'oreille entend, mais vous entendrez aussi parler d'intensité sonore. Alors, c'est quoi l'intensité sonore? Il y a un phénomène un peu particulier. Vous êtes dehors, vous entendez un bruit de tondeuse. Ça fait du bruit, certes. D'un seul coup, une deuxième tondeuse se met en route. Eh bien, aussi étrangement que ça puisse paraître, vous n'entendrez pas un son qui sera 2 fois plus fort. L'oreille perçoit un son fort, mais pas 2 fois plus fort. Donc, le niveau sonore va retranscrire ce que l'oreille perçoit vraiment. L'intensité sonore va plutôt faire référence à ce que mesurerait un instrument de mesure. Un instrument de mesure, il mesure le son d'une tondeuse, il obtient une valeur d'intensité sonore. Je mets 2 tondeuses, là, l'intensité sonore sera doublée. Donc, l'intensité sonore fait plus référence, entre guillemets, à la réalité. Le niveau sonore fait plus référence à ce que l'oreille entend. Donc, il y a une petite différence, mais les deux font de toute façon référence au son qui est fort ou pas fort. Okay. Donc, dans la deuxième vidéo, nous aborderons les signaux sonores périodiques avec les mots période, fréquence, amplitude, motif élémentaire. Nous développerons le vocabulaire que nous venons d'aborder ici, donc nous en dirons davantage, et nous établirons le lien entre le signal sonore analysé, donc le signal sonore enregistré par un micro, et le signal électrique qui ressort du micro. Donc, il y a un lien entre le son qu'entend l'oreille et le signal électrique qui sort d'un micro. Donc, on essaiera d'établir ce lien. Donc, la vidéo est terminée. Un dernier rappel toutefois, pour bien assimiler et mémoriser sur le long terme, pour ce qui est compris devienne un acquis, il est nécessaire de voir, revoir, faire, refaire. Donc, avant de regarder la deuxième vidéo, regardez de nouveau celle-ci régulièrement jusqu'à bien assimiler tout ce qui a été dit. À une prochaine fois.